Deuxième cas clinique qui est également un dossier court. Alors l'énoncé, une patiente de 80 ans aux antécédents de remplacement valvulaire aortique par une bioprothèse, donc très important, est adressée en USIC pour une dyspnée fébrile. On apprend qu'elle a été opérée il y a environ 5 ans d'une maladie valvulaire, le rétrécissement aortique serré, qui était symptomatique. Elle a une coronarographie préopératoire qui était normale. Les symptômes ont débuté il y a 3 jours avec une fièvre qui s'accompagne depuis peu donc d'une toux grasse avec des expectorations purulentes. Votre examen clinique montre des bruits du cœur réguliers, sans souffle, des crépitants bilatéraux, prédominants à la base droite tout de même, température à 38,5 degrés, une polypnée avec une fréquence respiratoire à 25 par minute. Première question, quel est le diagnostic le plus probable? Pour répondre, il faut 1 minute. Donc là, il y a différentes manières de dire. Soit on répond, il s'agit d'un OAP sur une cardiopathie valvulaire dans un contexte fébrile. L'autre manière qui est un peu plus élégante et que je préfère, c'est de dire qu'il s'agit d'une décompensation cardiaque gauche, puisqu'il y a des signes d'insuffisance cardiaque gauche exclusivement avec des crépitants bilatéraux, avec OAP, d'une cardiopathie valvulaire, donc décompensation d'une cardiopathie chronique qui a priori est stable. Ici, une cardiopathie valvulaire qui est un rétrécissement aortique opéré par bioprothèse. Et il faut toujours signaler le facteur déclenchant, le facteur décompensant, qui fait qu'on passe d'un état stable à un état instable, l'OAP. Donc ici, une pneumopathie communautaire, a priori de la base droite, puisqu'à l'examen, les crépitants sont localisés à la base droite. Quels sont les 2 diagnostics différentiels à éliminer chez cette patiente? Donc, pour répondre à cette question, il faut également 5 minutes.
Le premier diagnostic différentiel devant une dyspnée fébrile avec crépitants bilatéraux est bien sûr celui d'infection pulmonaire a priori à germe atypique, donc qui en général se localise plus diffusément. Donc là, il peut s'agir de chlamydia, mycoplasme ou encore une légionellose avec atteinte pulmonaire. Le diagnostic différentiel de l'OAP, les crépitants sont bilatéraux, donc on est gêné. Chez notre patiente, ils sont quand même un peu plus localisés à la base droite, mais c'est vrai qu'à ce stade du dossier, on ne peut pas vraiment faire la différence. Il faudra faire d'autres examens, ce qu'on va voir juste après. L'autre diagnostic différentiel chez cette patiente, en dehors du fait que ce soit un OAP fébrile, c'est l'endocardite aortique. Tout patient porteur d'une maladie valvulaire, ça doit être un réflexe pour vous. Dès que vous voyez ça dans un énoncé, vous pensez endocardite tout de suite, ou prévention de l'endocardite si ce n'est pas le cas. Donc ici, il faut éliminer une endocardite sur bioprothèse aortique. Compliqué d'insuffisance cardiaque, c'est également le deuxième diagnostic différentiel à éliminer. Question suivante, quels examens complémentaires vous seront utiles? Donc là, il faut un peu plus longtemps, environ 10 minutes pour bien répondre à cette question.
Quand on vous pose ce genre de questions, surtout le jour de l'examen, il faut vraiment ne pas mettre tout ce qui vous passe par la tête. Il faut structurer votre réponse. Vous commencez par exemple par l'examen biologique en donnant des éléments. Pourquoi est-ce que vous faites ces examens? Il ne faut pas lancer comme ça des réponses à la volée. Ensuite, des examens non biologiques, par exemple radiologiques. Puis vous pouvez mettre à part les examens bactériologiques, ce qui serait pas mal pour cette patiente. Donc on commence par les examens biologiques. Donc ce qui est standard, mais qui est également très important, donc c'est le ionogramme sanguin. Il faut rechercher une insuffisance rénale, il faut rechercher une hypokaliémie, une hyponatrémie, qui sont des signes de, on va dire, de mauvais pronostic dans le cadre de l'insuffisance cardiaque. Toujours doser la fonction rénale, ce qui pourra aussi vous servir avant de débuter une antibiothérapie pour adapter vos doses. Autre chose importante, doser les enzymes cardiaques et surtout la troponine. On dit que la coronarographie était normale il y a 5 ans, ça ne veut pas dire que les coronaires de la patiente sont toujours saines. Dès que vous avez une décompensation cardiaque d'une cardiopathie sous-jacente, même si là le contexte infectieux est assez évident, il faut éliminer une décompensation due à un problème ischémique, un infarctus du myocarde, un syndrome coronaire aigu sans sus-décalage du ST par exemple. Donc on peut doser au moins une fois la troponine. Sachez tout de même qu'une faible élévation de la troponine dans un contexte septique est possible sans pour autant qu'il y ait de maladie coronaire. Le bilan hépatique complet, un bilan de dissémination de l'infection, un bilan de dissémination de l'insuffisance cardiaque. Il peut y avoir dans les grandes insuffisances cardiaques en bas débit une altération du bilan hépatique. Ensuite, il faut doser les marqueurs de l'inflammation. Le plus important, c'est la CRP. Donc on l'a tout de suite. Et il faudra ensuite surveiller cette CRP si elle est très élevée en la dosant, pas tous les jours, environ tous les 2 jours. Pour certains, on peut doser la vitesse de sédimentation, le fibrinogène. Chez cette patiente, il va falloir envisager un traitement anticoagulant, préventif a priori, puisqu'elle sera hospitalisée. Donc c'est pas mal d'avoir avant un bilan d'hémostase, et on ne sait jamais ce qui peut se passer. Ensuite, il faut doser les plaquettes et la numération formule sanguine. Les plaquettes, c'est obligatoire avant la mise sous anticoagulant. La numération formule sanguine va vous permettre de rechercher une anémie chez un patient porteur de bioprothèse, va vous permettre de rechercher également une hyperleucocytose dans le contexte infectieux. Autre élément très important qui peut valoir 0 s'il est oublié, c'est la réalisation des gaz du sang. Toute dyspnée aiguë, toute dyspnée doit faire l'objet de gaz du sang, puisque même si les patients vont apparemment bien cliniquement, il faut rechercher des signes de gravité biologique sur les gaz du sang, en particulier une acidose lactique. Autre marqueur très important qu'il faudra doser chez cette patiente, c'est le brain natriurétique peptide, mieux connu sous le nom de BNP. Donc ça, c'est un nouveau marqueur qu'on dose maintenant en routine dans presque tous les services de cardiologie et aux urgences. Un marqueur spécifique, assez spécifique de l'insuffisance cardiaque aiguë. Plus le cœur est distendu, plus les pressions de remplissage sont élevées, plus ce marqueur va être élevé dans le sang. Il est synthétisé en réponse à la distension cardiaque. C'est un marqueur qui est un faible diurétique, faible vasodilatateur, donc il a une efficacité qui est mauvaise. Il est synthétisé pour rien, mais en tout cas, nous, ça nous sert. Lorsqu'on sait qu'il est élevé dans le sang, on est à peu près sûr du diagnostic d'insuffisance cardiaque. Il peut également être élevé dans les grandes distensions du ventricule droit, l'embolie pulmonaire massive par exemple. Mais si par exemple, chez cette patiente, vous avez un BNP très bas, on ira plus vers le diagnostic de pneumopathie bilatérale sans insuffisance cardiaque que vers celui de pneumopathie de la base droite compliquée d'insuffisance cardiaque. Logique. Donc d'abord, devant toute dyspnée, une radiothorax, si possible face et profil, si l'état du patient le permet. Ça va vous permettre de voir la taille du cœur, voir s'il y a un syndrome interstitiel, des signes radiologiques, on va faire d'un OAP, on va les revoir tout à l'heure, et voir s'il s'agit simplement d'une infection localisée à un lobe, dans le cadre d'une pneumonie systématisée par exemple. L'autre examen qui est également très important, c'est l'électrocardiogramme. Il va vous permettre de rechercher une mauvaise tolérance de l'OAP, par exemple une tachycardie. Il va vous permettre de rechercher un autre facteur déclenchant, par exemple un passage en arythmie supraventriculaire ou autre chose. L'échographie cardiaque transthoracique chez cette patiente est extrêmement important. Pourquoi? Puisqu'elle est porteuse d'une cardiopathie valvulaire, elle a une bioprothèse en position arctique, donc il faudra rechercher systématiquement des signes d'atteinte infectieuse de cette valve. Donc ça peut se faire par l'échographie cardiaque transthoracique, mais surtout par l'échographie transœsophagienne, qu'il faudra faire au moindre doute, puisque l'endocardite est encore plus grave que la pneumopathie et que l'OAP. Donc chez cette patiente, il faudra faire les deux lors de l'hospitalisation. La dernière partie de la réponse, les examens bactériologiques. Donc, une dyspnée fébrile avec expectoration. Si on peut avoir des prélèvements bronchiques, c'est le mieux. Un examen cytobactériologique des crachats peut suffire. C'est pas très efficace, mais il faudra quand même le faire. Chez quelqu'un qui a une bonne tolérance de la dyspnée, chez qui voulait vraiment un prélèvement parce qu'il y a par exemple une mauvaise réponse à l'antibiothérapie, on pourra faire d'autres examens, des prélèvements pulmonaires par voie fibroscopique par exemple. Pour le bilan de dissémination, un examen cytobactériologique des urines, mais surtout, il faudra faire, avant de débuter l'antibiothérapie, des prélèvements sanguins, des hémocultures. 3 hémocultures suffisent, séparées d'environ 1 heure, avant de débuter votre antibiothérapie. Ici, vous avez une radio de thorax de face typique d'un œdème aigu pulmonaire.
On ne distingue pas très bien la taille du cœur, mais a priori, il s'étend de là à là, donc plus de la moitié du médiastin, donc il y a une cardiomégalie. Et vous pouvez donc distinguer le syndrome alvéolo-interstitiel bilatéral des opacités floconneuses en aile de papillon qui s'étendent du hile vers la périphérie, qui respectent un petit peu les sommets, avec le signe de bronchogramme aérien, puisqu'on distingue bien l'air qui passe dans les bronches au travers de ce syndrome interstitiel. Donc une radiotypique d'œdème aigu pulmonaire qui pourrait très bien être celle de cette patiente. Quatrième question, quelle est votre prise en charge? Donc là c'est un petit peu long puisqu'il y aura plusieurs choses à dire, donc environ un quart d'heure.
Lorsqu'on vous demande quelle est votre prise en charge, vous commencez toujours par dire si vous hospitalisez le patient ou si vous le traitez en ambulatoire. Ici, il y a une dyspnée fébrile, une patiente porteuse de prothèse, donc l'hospitalisation est obligatoire. Aux soins intensifs de cardiologie, même si l'état n'est pas tout à fait précaire, au moins pour les 24 premières heures. L'hospitalisation est en urgence, la patiente n'a pas le temps de rentrer chez elle pour chercher des affaires, vous la prenez tout de suite en hospitalisation. Alors d'abord les choses simples, dès que vous avez un patient hospitalisé en USIC, il est dans un lit, il est surveillé, donc il a un monitorage d'abord de la fréquence cardiaque, de l'électrocardiogramme, c'est le scope ECG, de la pression artérielle, il aura un brassard à tension qui va se gonfler à une fréquence que vous aurez prédéfinie. Il faut surveiller la saturation en air ambiant, les patients ont tous un saturomètre au droit en permanence. Et puis surtout, dans le contexte d'insuffisance cardiaque, il faut surveiller la diurèse quotidiennement et la perte de poids par le patient. Lorsque vous l'aurez diurétiqué, il va perdre du poids forcément. Ensuite, les choses simples en ce qui concerne le traitement de son insuffisance cardiaque, il y a de l'eau dans les poumons, vous vous souvenez de la radio qu'on vient de voir, donc il ne supporte pas le décubitus. Il faut qu'il soit en position semi-assise. Ensuite, il faut diminuer les apports hydriques et les apports sodés puisqu'il y a une surcharge hydrosodée importante. Donc la restriction hydrique, c'est environ 500 cc par 24 heures le premier jour. Ensuite, vous l'adapterez à l'anatrémie. Il faut donc une restriction sodée, absence de sel dans l'alimentation et dans les voies d'abord durant les premiers jours d'hospitalisation. Ensuite, le traitement de l'œdème aigu pulmonaire. Ensuite, on parlera de l'autre partie du traitement, qui est la partie probablement la plus importante, le traitement du facteur déclenchant qu'il ne faudra pas oublier. Donc d'abord, le traitement va se faire par voie intraveineuse, donc il vous faut des voies veineuses périphériques, une voire deux. La première chose, l'oxygénothérapie. Donc pour traiter l'œdème aigu pulmonaire, il faut bien sûr des médicaments diurétiques, mais surtout de l'oxygène. On sait maintenant que ce qui est recommandé chez tous les patients qui ont l'œdème pulmonaire, c'est de la ventilation non invasive, de la CPAP au lit. Donc pour ça, il faut un respirateur, il faut une bonne coopération du patient. Si le patient ne supporte pas cette technique et s'il est bien conscient, on peut se contenter d'oxygène à la lunette, au masque ou par une sonde nasale. Si le patient présente le moindre trouble de la conscience, là il faudra une ventilation mécanique. Pour ça, il faudra une intubation, une sédation. Et là, par contre, on risque d'avoir des complications de la réanimation. Après l'oxygénothérapie, le reste du traitement, donc à base de diurétiques intraveineux. Les diurétiques les plus efficaces dans l'œdème aigu pulmonaire sont les diurétiques de Lance. Donc on pourra faire en intraveineux avec un relais Péros rapide. La dose, vous pouvez donner par exemple 60 mg de l'Azilix, le furosémide. Donc c'est le diurétique de Lance qu'on utilise en routine. L'autre qu'on pourrait utiliser, c'est le Burinex, bumétamide, qui se donne à la dose de 1 mg, qui est équivalent à 40 mg de l'Azilix. Là, ne vous lancez pas dans des doses, par exemple 60 mg x 3, 40 mg x 3. Vous donnez une dose de départ, et puis ensuite vous adaptez votre dose à la diurèse. C'est très important. Les autres diurétiques n'ont pas leur place dans le traitement de l'insuffisance cardiaque aiguë. Ce qui est également très important, dès que vous avez un patient sous diurétique, c'est les apports potassiques. Parce que les diurétiques de Lance comme le Lazilix font uriner de l'eau, du sel, mais aussi beaucoup de potassium. Donc il faudra compenser par litre de diurèse la perte supposée de potassium. Donc vous donnez du potassium dans la voie d'abord, par exemple 2 g de KCl pour 500 cc d'apport, ou du potassium Péros, par exemple du Diffuca, 2 gélules 3 fois par jour. Au traitement de l'insuffisance cardiaque aiguë, les dérivés nitrés, à visée vasodilatatrice, veineuse surtout, qui vont permettre de diminuer les pressions de remplissage, de faciliter l'éjection cardiaque. Donc ces médicaments sont très efficaces, surtout lorsqu'il s'agit d'œdème pulmonaire sur poussée hypertensive. Souvent les patients ont une HTA réactionnelle à l'insuffisance cardiaque. Dès que vous avez une tension basse, ou si les dérivés nitrés font trop baisser la tension, il faudra les interrompre. Autre volet du traitement, et pas le moins important, le traitement du facteur déclenchant, ici la pneumopathie. Il s'agit d'une pneumopathie communautaire, donc juste après les prélèvements, on pourra débuter une antibiothérapie, en général une monothérapie active sur les germes communautaires, donc a priori les coccigram+, les bacilgram-, pneumocoque, Haemophilus influenzae. Sans rentrer dans les détails, ni rentrer dans les posologies par exemple, l'immunothérapie pourra suffire. En cas d'échec, il faudra voir en fonction de l'antibiogramme comment adapter votre traitement. Lorsque vous avez un problème d'infection pulmonaire, il faudra ne pas oublier la kinésithérapie respiratoire. Tout à l'heure, j'avais insisté sur l'anticoagulation. Un des premiers facteurs décompensants des cardiopathies stables, c'est le passage en arythmie. Ici, c'est pas le cas. Donc l'anticoagulation n'a pas besoin d'être efficace. Elle est simplement préventive, par exemple par héparine de bas poids moléculaire, en une injection par jour. Ici, donc, vous avez toutes les mesures, prévention d'ulcères de stress, laxatifs, anxiolytiques, il manque aussi les somnifères. Tous les patients en réanimation sont stressés, sont fatigués, risquent de décompenser des ulcères sous-jacents. Donc pensez aussi à ces petites mesures qui pourront bien les aider. Alors, je vous ai mis en pièces jointes des diapos concernant les prothèses cardiaques. Donc ici, vous avez les prothèses de première génération et les valves à billes, par exemple la valve de Star, qu'on voit bien là. Donc il s'agissait d'une prothèse avec une grosse bille qui bougeait dans une cage en acier en fonction du cycle cardiaque.
donc très efficaces, qui tiennent des années et des années. On a encore des patients qui ont ces prothèses plus de 25 ans après. Le problème, c'est qu'elles peuvent thromboser, donc il faut un traitement anticoagulant efficace le mieux suivi. Et il y a un gros risque infectieux, donc par exemple chez ces patients, lorsque vous avez de la fièvre, il faut tout de suite rechercher une endocardite. Actuellement, on utilise plus souvent des valves à disque ou des valves à double ailette, qui sont des valves de nouvelle génération, qui nécessitent aussi une anticoagulation. L'autre type de prothèse cardiaque, c'est les bioprothèses. Donc ici, vous avez la bioprothèse de Carpentier-Edwards, qui est une bioprothèse à valve de tissu porcin, qu'on fait poser chez les patients qui ont en général plus de 65 ans, en position orthomitrale. Pas besoin d'anticoagulation efficace, mais risque infectieux également et risque de dégénérescence, une durée de vie d'environ 12-13 ans. Les autres prothèses non mécaniques, vous avez ici l'autogreffe de Ross. C'est une intervention qu'on réserve à certains patients seulement. Il s'agit de remplacer une valve aortique malade par la valve pulmonaire du patient et de remplacer la valve pulmonaire par une bioprothèse qui ne se thrombose pas. Ici, je vous ai mis une autre diapositive dont on reparlera également plus tard dans d'autres dossiers pour le suivi de l'anticoagulation chez des patients porteurs de prothèses. Pour les prothèses de première génération, donc la valve de Starr, vous voyez, il faut une anticoagulation très importante, un INR entre 3 et 4,5 chez un patient sinusal et en position aortique, un INR un peu plus important en cas d'arythmie supraventriculaire et en cas de position mitrale. Pour les nouvelles prothèses, les valves à ailette ou les valves à disque, donc vous voyez, l'INR cible est plutôt de 3 à 3,5, voire de 2,5 à 3 lorsqu'ils sont en position aortique pour un rythme sinusal. L'important, c'est de bien faire votre diagnostic. Lorsque vous avez un tableau d'insuffisance cardiaque, mettez bien qu'il s'agit d'une décompensation. D'accord ? On part toujours d'une cardiopathie stable. Vous aurez des éléments dans l'énoncé qui vont vous aider à voir quelle est cette cardiopathie. Ici, la patiente est porteuse d'une prothèse valvulaire. Donc, décompensation d'une cardiopathie valvulaire. Et lorsqu'il y a décompensation, il y a forcément un facteur décompensant. Les plus habituels sont les écarts de régime, les passages en arythmie, mais ça peut être aussi, comme le cas ici, une infection pulmonaire. Autre cas très important, lorsque vous avez un dossier avec un patient porteur de prothèse cardiaque, vous devez toujours penser à l'endocardite, à l'éliminer par une échographie transœsophagienne.